Madame, Monsieur, bonsoir. Un nouveau numéro du Club de la Presse. L'analyse et les commentaires de l'actualité de la semaine portent sur 3 sujets ce soir. Le retour de Guillaume Soro et libération des prisonniers. Laurent Gbagbo prend position. Nous allons aussi évoquer le sommet États-Unis-Afrique. Quel enjeu stratégique pour le continent? Et pour finir, la date du 23 décembre pour le départ en congé. Pourquoi? Ça divise. Pour en parler, nous recevons comme d'habitude avec beaucoup de plaisir des invités. Félix Boni, éditorialiste, et les journalistes, évidemment, que nous recevons ce soir encore avec beaucoup de plaisir. Et juste après lui, on a Bamba Idrissa, qui est journaliste, secrétaire général de rédaction à Soir Info. Augustin Couillot, journaliste, éditorialiste, également que nous recevons. Docteur Sidiki Bamba, enseignant-chercheur à l'université. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club de la Presse. En visite dans la région de Lamé, le président du PPACI s'est prononcé sur le retour de Guillaume Soro et la libération des prisonniers. Laurent Gbagbo prend position. Voici un extrait du discours de l'ex-président. Depuis la dernière élection présidentielle, le gouvernement consent de plus en plus d'efforts pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Le 17 juin 2021, après 10 ans hors du pays, l'ex-président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Plus récemment, un autre signal fort a été donné par l'État ivoirien. Le 26 novembre dernier, l'ancien leader de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, a également foulé le sol ivoirien après 8 ans d'absence. Autant d'actions pour décrypter le paysage politique. Le samedi 10 décembre 2022, l'ex-président Laurent Gbagbo a effectué un meeting dans la région de Lamé. Le président du PPACI a demandé le retour de l'ancien Premier ministre, Guillaume Soro, et la libération des prisonniers politiques. J'appelle à la libération des prisonniers politiques. Qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, j'appelle à leur libération. Un pays est apaisé quand il n'y a pas de prisonniers politiques. Il faut libérer tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. J'ai appris une bonne nouvelle, c'est que Blé Goudé qui était en prison avec moi, il est rentré maintenant. C'est une très bonne chose. Maintenant, il reste Soro Guillaume. Lui, il fait quoi là? Pourquoi lui, on le mettait en exil? Il faut lui dire de rentrer. Je demande que Soro Guillaume rentre dans son pays. La libération des prisonniers politiques et civils est-il un frein à la réconciliation nationale? Le retour de Guillaume Soro est-il le maillon manquant à la chaîne de réconciliation vraie? Un reportage de Davis Oyo, Laurent Gbagbo pour le retour de Guillaume Soro et la libération des prisonniers. Félix Boni, quels sont vos commentaires sur cette position du président du PPACI? Je partage d'une part cette préoccupation parce que la réconciliation en Côte d'Ivoire devrait prendre en compte toutes les filles et tous les fils de ce pays. Et vous savez que nous savons tous que notre constitution dit que nul ne peut être contraint en exil. Aujourd'hui, quand les Ivoiriens dorment, qu'ils ont un peu la peur au ventre, la première question qui se pose, c'est comment? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens le regardent tourner vers Guillaume Soro. Et d'autres même pensent que peut-être Soro, avec la conjoncture sous-régionale, avec le coup d'État en Guinée, au Mali, au Burkina, pourrait se greffer à tous ces pays. On pourrait se réveiller un matin avec des bruits de bottes, tout et tout. Alors qu'en interne, on se contrôle, on se maîtrise tous, on est tous ensemble. Et la réconciliation, Soro Guillaume fait partie des acteurs majeurs de la situation en Côte d'Ivoire, de tout ce qu'on a vécu pendant ces 2 dernières décennies. Moi, je milite pour qu'éventuellement ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Quant aux prisonniers politiques, oui, ceux qui sont des prisonniers politiques, éventuellement aussi devraient également pouvoir être libérés. Mais tout ça dépend, alors là, il faut le souligner aussi, du calendrier et de l'agenda politique de celui qui est au pouvoir. Parce que
Il n'y a que lui et lui seul qui a aussi les renseignements nécessaires pour savoir que tel timing est le meilleur pour que je puisse libérer telle personne, parce que parmi tous ces prisonniers, il y a aussi des militaires. Et s'il y a des militaires, ça veut dire que pour libérer un prisonnier militaire qui a participé à une période de guerre, il y a éventuellement des éléments qui rentrent en ligne de compte, des éléments de renseignement, tout ça. Donc moi, sur ce plateau, je ne pourrais imaginer pouvoir cerner tous ces contours. Toujours est-il qu'aucun Ivoirien ne devra être contraint en exil. Guillaume Soro fait partie des acteurs majeurs pour qu'il y ait une réconciliation inclusive, pour qu'il y ait une stabilité de sorte que les Ivoiriens puissent dormir tranquilles sans penser à des situations d'imprévus. Il faut faire rentrer tous les acteurs majeurs et puis il faut libérer éventuellement les prisonniers politiques. Bamba Idrissa? Bien évidemment, moi je pense qu'il n'y a aucun Ivoirien qui ne veut pas qu'un autre Ivoirien entre en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, c'est un acteur majeur, comme l'a dit Félix. Alors, que Laurent Gbagbo demande son retour, c'est bien normal. Hein? C'est un leader politique, il joue son jeu d'opposant. Je pense que Soro Guillaume peut venir en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que le gouvernement est foncièrement opposé à cela. Ça, je ne pense pas. Mais tout le monde sait qu'il y a des soucis à régler. Il est condamné à 20 ans de prison, il est condamné à perpétuité. Je pense que c'est des choses qui peuvent se régler. Je crois que le dialogue politique même est là pour cela. Les gens vont continuer de discuter. Je pense que si, de part et d'autre, on met bas la terre et qu'on tient un bon discours, le bon ton, comme on le dit, je pense que les choses peuvent s'arranger. Il n'y a pas de problème pour moi. Tout le monde peut venir en Côte d'Ivoire. La Constitution le permet. Il n'y a pas de souci. Les prisonniers politiques, je pense que c'est une demande qui est faite de plus en plus. Il y en a qui ont fait plus de 10 ans. Il y en a qui sont récemment en prison. Bon, on peut toujours négocier. Rien que le dialogue. À travers le dialogue, je pense que tout peut se régler. Et puis, cela va permettre de booster la réconciliation nationale, je pense. Alors, Augustin Couillot, c'est une position que vous comprenez? Bien sûr, parce que, comme on l'a dit ici, on est unanime à dire que Guillaume Soro, c'est un acteur majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il a été chef de la rébellion, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et donc il est important. Évidemment, comme lui, il a été au pouvoir, il subit aujourd'hui, il comprend maintenant, il peut comprendre aujourd'hui que on ne peut pas se lever, parce qu'il disait de Blé Goudé, s'il ne veut pas se laisser attraper comme un rat, qu'il vienne affronter la justice de son pays. Donc, je veux dire que parfois, les leaders politiques sont aussi victimes de leurs propres propos à un certain moment donné. Quand ils sont dans une situation précise, ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, ils comprennent qu'il y a des problèmes. À part ça, il appartient au président de la République de voir que c'est dans son intérêt de faire en sorte que la situation soit complètement apaisée. Évidemment, il y a eu des actions des prisonniers qui ont été libérés depuis des années. Voilà. Et puis, il y a des leaders politiques qui sont rentrés. Le président Laurent Gbagbo est rentré, Charles Blé Goudé est rentré. C'est une bonne chose. Mais il y a des personnages emblématiques, des personnages très importants, comme le général Doboblé, le contre-amiral Vaba Fossigno, qui sont en prison depuis plus de 10 ans. Je pense que leur peine d'emprisonnement, certains sont condamnés à 10 ans, à 15 ans, d'autres à 20 ans. Après 10 ans de détention, je pense que la justice elle-même devrait analyser pour voir, pour remettre certains en liberté pour, disons, bon comportement, parce qu'ils ont quand même fait plus de 10 ans, enfin plus de la moitié de leur temps de privation de liberté. Donc, c'est un appel qui se comprend. Voilà, c'est vrai que c'est un opposant qui parle et que si le président devrait agir maintenant, peut-être ses partisans diraient qu'il a fait, qu'on appelle, répondu à une injonction de l'opposition. Mais bon, je pense qu'on ne doit pas raisonner comme ça. C'est dans l'intérêt du pouvoir actuel que d'apaiser la situation. Évidemment, on leur reproche des choses, mais on sait bien qu'il y a toujours la politique en dessous. Soro était un partenaire essentiel du président Ouattara. Et bon, il peut analyser, il peut examiner la situation.
Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'établir le lien. Et on espère qu'un jour, ce lien sera visible et que Soro pourra regagner son pays. Alors, on va écouter Dr Sidiki Bamba. Ben, pour ma part, j'épouse tout ce qui a été dit par les amis qui sont là aujourd'hui sur ce plateau. Et je voudrais dire que nous sommes en politique. Et si on parle de prisonniers politiques, il va de soi que le problème doit se résoudre politiquement. Nous ne sommes pas avec des gens qui ont fait des petits lacets. Toute la République est là, nous sommes tous contemporains de l'histoire, donc nous savons tout ce qui s'est passé. Donc je me dis, tout cela participe de la libération ou non des uns et des autres. Quant aux militaires, les militaires sont les militaires. J'ose croire quand même qu'ils ont été jugés par un tribunal militaire. Si tel n'est pas le cas, s'ils ont été jugés en civil, bon, en tout cas, on prendra le temps nécessaire pour les libérer en fonction de leur comportement en prison. Quant au cas spécial de Guillaume Soro, je voudrais dire que M. Kyo l'a dit tout à l'heure, il était le partenaire de ceux qui sont au pouvoir. Son cas, pour moi, est particulier. Et à partir de ce moment, ceux qui sont au pouvoir savent, pour moi, ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que dans le cas de il a été Premier ministre de ce pays, il a été président de l'Assemblée nationale, il a complexifié sa situation surtout par tous ceux qui sont autour de lui. Nous lisons les journaux, nous suivons les choses sur les réseaux sociaux numériques. Je pense qu'au contraire même de ceux qui étaient opposés à M. Ouattara, Guillaume Soro, ses partisans et lui ont fait quand même fort par rapport à beaucoup de choses qui ont pu être entendues. Je crois que ça complexifie son retour. Et en même temps, quand on regarde le retour de tous ceux qui ont été exilés en prison, il y a un processus. Le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire après avoir été à la CPI, il a été jugé, il a été reconnu non coupable, il est donc rentré chez lui. Blé Goudé, on l'a vu également, il y a eu le temps nécessaire de toutes les négociations qu'il faut pour qu'il rentre. Donc je me dis que pour tout retour des hommes politiques, ceux qui sont les plus médiatisés, il y a un processus. Est-ce que M. Guillaume Soro est entré dans ce processus? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, je ne suis pas dans les coulisses du pouvoir, mais je pense que si quelque chose doit être fait dans ce sens-là. Parce que tout retour des hommes politiques les plus médiatisés, en tout cas, se fait selon un processus. Dans la mesure où, quand ils entrent, ça participe effectivement de la réconciliation nationale. Alors justement, on va en parler. Docteur Bamba vient de toucher à la question principale. Alors comment ce retour et ces libérations peuvent participer à la réconciliation nationale? Félix Boni. Mais, on a tous été unanimes sur ce plateau en disant que M. Guillaume Soro est un des acteurs majeurs en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a été Premier ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il était pratiquement à la porte, j'allais dire, du pouvoir. Et il était un partenaire sûr du président Ouattara. Il a été le Premier ministre des présidents Bédié et Gbagbo et Ouattara. Alors aujourd'hui, faire la réconciliation sans un acteur comme Guillaume Soro, c'est comme si il y a un maillon très essentiel qui manque à la réconciliation. C'est-à-dire quand toutes les filles et tous les fils de ce pays se retrouvent se parler dans un élan de dialogue politique, le dialogue politique doit être inclusif. Inclusif veut dire que tout le monde doit être là, mettre tous les dossiers sur la table et puis éponger tout ce qui n'a pas été bien et puis on repart sur de nouvelles bases. Mais si le dialogue politique doit se faire pendant qu'il y en a d'autres qui sont à l'extérieur, moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui dorment avec un œil, en se posant beaucoup de questions par rapport au cas Guillaume Soro. Qu'est-ce qui va en être quand on apprend qu'un partisan de Guillaume Soro a été libéré au Mali et a été encore relâché par le Mali? Qu'est-ce qui se passe? Que fait-il dans ce pays où on assiste à un coup d'État? Alors même quand on apprend que peut-être tel proche de Guillaume Soro fait un voyage en Afrique, dans telle région, on s'y saute. Mais pourquoi devrait-on s'y sauter alors que s'il était en Côte d'Ivoire où on contrôle tout le monde, la sécurité, les renseignements, on dormirait tous en paix? Moi, je pense que ce dialogue sera total lorsque tous les acteurs seront là, qu'on mettra tous les dossiers sur la table. Et c'est ce qui a permis en 2001, lorsqu'il y a eu le Forum pour la réconciliation nationale, tous les acteurs qui étaient à l'extérieur sont rentrés et la Côte d'Ivoire avait commencé à avoir un nouveau souffle. On a vu que les craintes étaient estompées et on se sentait mieux parce que tout le monde était là. Alors là, quand quelqu'un est à l'extérieur, c'est comme votre enfant qui sort et qui est à l'extérieur. Vous ne savez pas si la porte est bien fermée ou pas, mais vous dormez toujours avec un œil. Je suis persuadé que nos dirigeants là
ont toujours un œil sur le cas Guillaume Soro, alors qu'à l'interne, on irait plus vite. Mais je ne suis pas de ceux qui seraient pessimistes. Je dis toujours, l'homme politique a toujours son agenda. Là, nous sommes en plein décembre. Bientôt, ce sera encore le discours à la nation du 31 décembre. Je sais que le président va encore élargir des prisonniers qui vont bénéficier de grâce. Peut-être donnera-t-il encore sa grâce à d'autres prisonniers et que cela puisse s'étendre à d'autres au niveau de ce qu'on appelle les prisonniers politiques. Souhaitons-le. Mais tout cela va contribuer à la décrispation et à l'apaisement du climat politique et à la stabilisation sur une longue durée de notre pays. Alors, Bamba Idrissa, tout à l'heure, on a entendu quand même qu'il y a la responsabilité du pouvoir, mais aussi la responsabilité de ceux dont on parle, donc Guillaume Soro et les prisonniers aussi. Donc, c'est une responsabilité finalement partagée, puisqu'on a entendu que quelque part aussi, il y a l'entourage, il y a tous ces discours qui ne favorisent pas donc, ce retour et cette paix. Je le disais tantôt, hein, il faut opter pour le bon ton. C'est essentiel. Cela permet de créer les conditions qu'il faut pour les discussions qu'il faut. Et je pense que, comme le professeur a dit, le cas Guillaume Soro est un cas spécial. Et c'est vrai, beaucoup de choses ont été dites. Lui-même a fait des discours quand même souvent très forts. Mais je pense que depuis un moment, le constat est que Guillaume Soro même semble avoir baissé le ton, semble avoir compris qu'ici, il ne faut pas aller avec la force. Et ça, c'est déjà un pas important. Je pense que le pouvoir en place, comme l'a dit Félix, a intérêt que tout s'arrange. Effectivement, Guillaume Soro, il est précédé de préjugés peu favorables, notamment parce qu'il a été ancien chef rebelle, et on craint toujours qu'il fasse un autre coup, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut dépasser cela, et puis il faut aller véritablement à la réconciliation. Je demanderai aussi aux partisans de Guillaume Soro de comprendre qu'il n'y a que le dialogue avec le pouvoir qui pourra faire entrer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ça, c'est important, c'est un fait qu'il ne faut pas... il faut pas refuser ce fait-là. C'est important, il faut discuter. Voilà. On fait le gros bras lorsqu'on a la force. Mais lorsqu'on est en position de faiblesse, il est important d'aller doucement, de négocier comme les autres l'ont fait. C'est un processus politique. Forcément, Guillaume Soro doit discuter avec le pouvoir pour pouvoir se faire une porte d'entrée en Côte d'Ivoire, tranquillement. Alors, Augustin Couillou, est-ce que c'est un retour possible? Oui, mais tout est possible. Et je pense que c'est possible. Parce que Guillaume Soro, il connaît bien le régime qui est en place. Il a été un pion essentiel de ce régime. Donc, il sait, lui-même, il sait qui toucher. Peut-être qu'il sait, je pense, hein, je le sais très intelligent, il sait peut-être que, voilà, il ne veut pas rentrer dans certaines choses, certainement, pour le moment. Sinon, il sait qui toucher pour pouvoir rentrer. Il sait comment appeler le président Ouattara. J'imagine qu'il connaît ses numéros les plus secrets. Mais je veux dire qu'au-delà de tout, tout est possible. Et comme c'est son pays, si c'était un étranger, quelqu'un qu'on a expulsé du pays, on peut dire non, peut-être qu'il ne reviendra plus. Oh, c'est son pays. C'est son pays où il a été un homme important. Et donc, il viendra parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui aujourd'hui, Blé Goudé, Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont pensé qu'ils n'allaient jamais revenir parce qu'ils étaient confrontés à la justice internationale. Aujourd'hui, Soro lui-même n'est pas confronté à une justice internationale. Il est confronté aux autorités et à la justice de son propre pays. Voilà, à un certain moment, l'appel que le président Laurent Gbagbo a lancé montre à quel niveau se situe, quelle est l'importance du sujet. Et ça va toucher quelque part les autorités en place. Et bon, j'imagine que si le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel, c'est parce que Soro Guillaume lui-même éprouve le besoin de venir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire un exil. Vous pensez qu'il en a parlé avec lui? Vous dites? Vous pensez qu'il en a parlé avec lui? Je ne sais pas s'il se parle. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas dit que Soro et lui se parlent. Je ne sais pas s'il se parle depuis que... Je sais que Soro est allé lui rendre visite à Bruxelles.
quand il était encore à Bruxelles. Donc je ne sais pas s'ils se parlent, mais voilà, je pense que si, depuis qu'il a lancé l'appel, Soro, par ses différents relais, n'a pas encore dit, mais je n'ai pas demandé à Laurent Gbagbo de mener ce combat. Sinon, il aurait dit ici, Laurent Gbagbo a fait une déclaration publique. Donc, si ça n'intéressait pas Soro, il aurait, d'une façon ou d'une autre, dit non, je n'ai jamais dit à Laurent Gbagbo de mener un tel combat. S'il le mène et qu'il se tait, c'est que, d'une certaine façon, il veut revenir dans son pays. Parce que dans tous les cas, personne ne veut rester éternellement hors de son pays. Donc, je pense que le fait qu'il ne soit pas ici, bon, peut-être peut nourrir beaucoup de peur de certains. Or, s'il est ici, bon, on peut être ici et puis déstabiliser. Mais ça, c'est connu. Mais je pense que ça rassure davantage. Alors, Dr Bamba parlait d'une situation peut-être un peu plus complexe par la nature donc des discours autour, mais quand on entend Augustin Couillot, et effectivement, il n'y a pas encore eu de réaction après la sortie de Laurent Gbagbo dans la mai. On peut dire peut-être qu'il y a des prédispositions du côté de Guillaume Soro. Oh, moi, je pense que le président Laurent Gbagbo est dans son rôle. Voilà, depuis qu'il est arrivé, l'une des premières demandes du président Laurent Gbagbo, c'est la libération des prisonniers de tout type, politiques et militaires. Le discours en cela n'a pas changé. Et là, il rajoute un grain qui est sur Soro Guillaume. C'est la toute première fois que publiquement, il le demande. Il est dans son rôle de politique, il est dans son rôle d'opposant. Et si hier, il demandait le retour de Blé Goudé étant entré, c'est un politicien. Donc, il va demander le retour de Guillaume Soro. C'est normal. Donc, c'est juste un jeu politique non, c'est un jeu pas politique, plus. mais en même temps, ça vaut son pesant d'or. Soro Guillaume n'est pas là, on le constate. C'est un acteur majeur de la politique ivoirienne. Il doit être aussi là. Maintenant, je dis, il a complexifié sa situation. Ce que je voudrais dire dans tout cela, on a parlé de réconciliation nationale, on a parlé de 2001, il y a également 2011. Ce qui fait la différence entre les différentes réconciliations nationales, c'est qu'en 2001, il y a eu un forum. En 2011, il y a eu une commission dialogue vérité. À partir de maintenant, nous sommes dans un nouveau processus. Il n'y a plus de structures institutionnelles qui gèrent cela, mais il y a comme ça une volonté, je pense, des hommes politiques d'y arriver. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de réconciliation nationale, ce n'est pas que ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Mais chaque fois en Côte d'Ivoire, quand on parle surtout de la réconciliation des hommes politiques. C'est eux les plus médiatisés. Sinon, les Ivoiriens lambda, nombreux qui étaient allés en exil, sont rentrés sans crier gare, c'est-à-dire sans fanfare ni trompette. Mais quand il s'agit des acteurs majeurs, on a besoin d'eux et on espère que s'ils viennent, qu'ils s'entendent. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils s'entendent à 100%. Ce sont des hommes politiques, ils aspirent tous à la même chose, conquête du pouvoir. Mais il est bon ton, je résume ma pensée, que Guillaume Soro rentre, et si le président Laurent Gbagbo en parle, et cela fait partie du jeu politique. Alors justement, on va rebondir là-dessus. C'est juste un jeu politique, la posture de Laurent Gbagbo. Vous êtes d'accord, Félix Boni? C'est un jeu politique. L'homme politique, c'est celui qui est toujours en campagne, comme le disait lui-même Laurent Gbagbo, donc toujours en train de chercher à séduire et à accroître son capital sympathie. Donc aujourd'hui... Donc il ne faut rien attendre après ce discours. Il est dans l'opposition et il est absent sur la scène politique. Il faut toujours étendre sa sympathie politique. Cela étant dit, je précise bien qu'il y a bel et bien un dialogue politique national qui a cours en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit un dialogue national, on dit bien un dialogue politique. Un dialogue politique, ça veut dire que ce sont les acteurs politiques qui se retrouvent pour résoudre un problème politique. Alors le cas Guillaume Soro, c'est un problème éminemment politique. Il fait partie de ces acteurs politiques. Il ne peut y avoir un dialogue politique véritablement inclusif qui ait tout le sens de ce dialogue sans que l'un de ces acteurs, dont la posture actuelle effraie la nation, les Ivoiriens, sans que cet acteur ne soit associé à ce dialogue. Il faut que M. Guillaume Soro, effectivement, soit associé à ce dialogue pour que le dialogue soit total. Et je répète encore ce mot, le dialogue total, pour que cela puisse apaiser les cœurs. Et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par rapport aux partisans de Guillaume Soro. Vous remarquerez que M. Guillaume Soro, depuis un moment, s'est muré dans un certain silence. Il fait moins de tweets un peu enflammés, comme c'était le départ. Au départ, il le faisait au départ. Et toutefois, quand vous allez sur ces pages, sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que
il a mis dessus Guillaume Soro, homme politique, candidat aux élections présidentielles de 2025. Alors quand on lit ce genre de choses, ça interpelle. Ça suscite quand même quelques réactions, quelques craintes, quelques peurs. On est en 2022, bientôt 2023. Quelqu'un qui s'annonce candidat en 2025 alors qu'il est contraint en exil par rapport à la condamnation dont il fait l'objet. Alors comment pourra-t-il éventuellement assouvir cette ambition, cette trajectoire? Comment va-t-il éventuellement la continuer? On a peur. Alors il faut faire en sorte que le dialogue politique puisse aplanir toutes les divergences, que le linge sale se lave sur la table de ce dialogue politique pour qu'on puisse vraiment tourner la page de toutes les crises et permettre aux Ivoiriens de respirer une bonne fois pour toutes. Rajouter à ce que Boni dit, c'est vrai, il faut reprendre le dialogue politique. En plus, il faut favoriser encore la rencontre des trois grands, comme on le dit. Et je pense que ce cadre-là peut permettre de régler beaucoup de choses, sans trompette, sans bruit. C'est important, il faut reprendre la rencontre des trois grands. On a une première rencontre, mais je pense qu'il faut continuer avec ces rencontres-là. Il faut créer les conditions pour que ce qu'on appelle les trois grands se retrouvent constamment, régulièrement. Alors vous voulez dire qu'après, oui? La première rencontre, on ne sait même pas ce que ça a donné en réalité, puisqu'il y a eu un communiqué quand même. Un communiqué laconique lu par le Benjamin, mais bon... Ça a donné quelque chose. Il y a eu des libérations quand même. Oui, mais on ne nous a jamais dit que c'était à l'issue. C'était déjà important. Non, je pense qu'il faut qu'ils se parlent, mais bon, ils peuvent pas quand même... Tout ne peut pas se résumer à leur rencontre. Parce que si on nous donne un calendrier, un agenda de leur rencontre, voici les sujets, et bon, voici ce qui a été résolu, ce qui n'a pas été résolu, ça peut aller. Mais si ils s'enferment, ils ressortent, ils sourient, et puis voilà, ils font... Et puis, il a dit en plus du dialogue politique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit dans... C'est important. Leur souris, je précise que leur souris ont fait sourire beaucoup d'Ivoiriens. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il est bon que ça soit élargi. Le dialogue, c'est vrai, on a des rencontres, bon, les présidents, anciens présidents, bon, c'est bien, mais il faut que ce dialogue politique, parce qu'il y a des échéances, il faut que ça soit élargi à l'ensemble. On peut avoir une photo où on trouve le président Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, Afin Guessan, Mamadou Koulibaly, voilà, et d'autres, Mabri Touakeus. Bon, comme lui, il a rejoint, il a fait le début. Revenu au RHDP. Bon, son comeback au RHDP, donc bon, lui, il n'est plus un leader de parti politique. Il est maintenant sous la coupe du président Ouattara. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mission, par exemple, de Laurent Gbagbo, de rassembler une partie de l'opposition autour, par exemple, de ces questions, avec cette sortie dans la région de la Baie? Ah non, mais là, si c'est... Enfin, parce que le PPACI vient de naître, ensuite, après, il faut des actions politiques sur le terrain. Le président Laurent Gbagbo, lui-même, dans son camp, la division est totale, donc on ne peut pas dire que lui, il est en train de rassembler. Non, je ne le dis pas comme ça. Parce qu'il pose des questions à caractère national. Maintenant, si on entre dans la chapelle de chacun, ça, c'est totalement autre chose. Donc, voilà, on peut dire quand même qu'il essaie de rallier certaines causes aussi, quand bien même alors qu'on sait bien que Guillaume Soro est quand même un peu plus proche d'Henri Konan Bédié, alors que Laurent Gbagbo pose le problème de Guillaume Soro. Moi, je pense que ça participe du clientélisme politique. Il ne faut pas se le voiler. Hein. C'est même une opération de charme, on peut le dire. Hein. Bon, voilà. Opération de charme, c'est possible, mais je veux dire que, étant donné que c'est un sujet d'intérêt, bon, on ne peut pas l'accuser de le dire. On ne peut pas l'accuser de le dire, mais en même temps, on pourrait aussi lui demander d'essayer de réunir dans son propre camp. Parce que quand tu demandes... Vous parlez de réunir dans son propre camp, vous parlez de quoi exactement? Mais vous voyez que le vrai camp, le camp de Laurent Gbagbo, c'est Simone Gbagbo, Afin Guessan. Mais je pense qu'on a quand même deux partis différents. Là, on a le FPI, on a le PPACI. Oui, justement, mais est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils se parlent? Ça, c'est une question. On peut avoir différents partis, c'est normal. Afi est président du FPI, Gbagbo est président du PPACI, Simone est président de MGCI. Mais MGC, voilà, MGC. Mais il y a Blé Goudé aussi avec le COGEP. Blé Goudé avec le COGEP. Mais est-ce qu'ils se parlent? Non. Enfin, à ma connaissance, ils ne se parlent pas. Et ça,
parfois, c'est pas bien pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et parce que moi, je suis journaliste, je dirais très proche de Gbagbo, sinon de la fille et tout. Simone, tout, on est de gauche. Mais ce qu'on avait espéré du retour de Laurent Gbagbo, c'est que ça fasse l'unité dans son propre camp d'abord. Et après, avec cette unité, il aille maintenant à la reconquête du pouvoir, si c'est possible. Mais si dans son propre camp... Bon, c'est vrai qu'il est très allié au président Henri Konan Bédié, donc peut-être que je pense que le duo Bédié-Gbagbo, ça suffit pour reprendre le pouvoir, mais je pense que à titre personnel, le message que je peux passer au président Laurent Gbagbo, qui ne me connaît pas très bien, je pense, mais le message que je voudrais lui passer, c'est d'unir dans son propre camp. C'est bien de parler de Guillaume Soro, d'appeler au retour de Guillaume Soro, mais dans son propre camp, qu'il parle à ceux que moi j'appelle ses petits. Afi, Mamadou Koulibaly et Simone Gbagbo. Je ne parle pas de son épouse Simone Gbagbo, je parle de Simone Gbagbo, sa camarade politique. Et c'est très important. D'accord. Alors, docteur Bamba, alors, finalement, bon, c'est peut-être vous qui avez dit c'est un jeu politique, tout court. Ouais, oui, c'est un jeu politique. Et je crois que l'objet important de ce jeu, ce sont les élections. Tout ce que nous sommes en train de dire, on constate qu'il y a un véritable bouillonnement en Côte d'Ivoire quand on approche des échéances électorales. L'accord véritable entre ces hommes politiques-là doit aussi se passer sur les élections en elles-mêmes et tout ce qui entoure les élections. Voilà, on le voit, on lit les journaux de l'opposition, il n'y a pas trop d'accord encore sur la composition de la CEI, il y a encore des grincements de dents sur le découpage électoral, autant de choses qui participent à crisper l'atmosphère. Donc, la réconciliation dont on parle pour les hommes politiques, c'est leur objet de tous les jours, c'est leur gain au quotidien. C'est comment gagner les élections, comment prendre le pouvoir. Parce qu'il n'y a pour un homme politique, il n'y a d'adrénaline que par rapport à la prise du pouvoir, à la conquête du pouvoir. Donc, tous les sons de cloche que nous entendons, c'est par rapport à cela. Et je voudrais dire à Félix Bouni de ne pas avoir peur de Guillaume Soro. Je suis quand même étonné de ce discours, je peux dire, d'atmosphère qui fait peur d'une certaine phobie de Soro Guillaume. Non, moi, je n'ai pas cette phobie-là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on n'a pas la même lecture, mais je ne suis pas aussi fébrile que cela. Je me dis, aujourd'hui, il y a encore 2 ans, on pouvait peut-être être fébrile. Mais le président Laurent Gbagbo est de retour, Blé Goudé est de retour. Et je ne dis pas que Soro Guillaume n'est pas important. Je l'ai dit au début, il est un acteur majeur. Il comprend lui-même que sa propre survie politique ne consiste pas à une déstabilisation. Sinon, finalement, historiquement, il va être l'homme taxé à vie de déstabilisateur. Il y a déjà l'étiquette de la rébellion qui ne le quitte pas, qui, en temps opportun, sera rappelé forcément par ses adversaires. Je ne suis pas lui, mais comme l'a dit M. Kyo, il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il y a des actes qu'il ne faut plus poser en Côte d'Ivoire de peur d'avoir contre lui. Vraiment, je n'ai pas du tout les Ivoiriens, forcément, il y en a qui vont le soutenir. Mais je n'ai pas autant peur comme cela. Je pense qu'on peut quand même dire que le jeu politique continue toujours si on essaie de mettre en place certaines choses qui participent vraiment à décrisper la situation et l'atmosphère. Alors, cette semaine, on va passer rapidement au deuxième thème avec le sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin à Washington, un repositionnement américain sur le continent avec cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement, un sommet soldé par un engagement de dizaines de milliards de dollars à la disposition de l'Afrique. Davis Oyou. Tapis rouge dressé aux pays africains. Depuis le 13 décembre, Washington tente de séduire les chefs d'État et gouvernants africains. Colloques, conférences, échanges B2B et partenariats économiques se tissent. La Côte d'Ivoire, représentée par une délégation forte, conduite par le Premier ministre Patrick Achi, enchaîne les rencontres pour vendre la destination Côte d'Ivoire. À travers cette rencontre internationale qui a pris fin ce 15 décembre, le président américain Joe Biden acte le retour diplomatique des États-Unis sur le continent. Pour démontrer leur nouvel engagement vis-à-vis de l'Afrique, 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards de dollars d'accords privés ont été conclus. Le 46e président américain a même nommé un ambassadeur spécialiste du continent pour s'assurer que tous les engagements seront tenus.
Au regard de la position de l'Afrique dans la géopolitique internationale, la Maison-Blanche a annoncé son soutien à une présence permanente de l'Union africaine lors de réunions du G20. Sur invitation des dirigeants africains, Joe Biden a promis une tournée sur le continent sans préciser de date ni les pays qui seront visités. Ce sommet États-Unis-Afrique vient après celui organisé par Barack Obama. Quels sont les véritables enjeux de ce sommet États-Unis-Afrique ? Alors justement, on vous pose la question en plateau, Bamba Idrissa. C'est quoi finalement cet enjeu pour le continent? On a le sommet États-Unis-Afrique, on a le sommet France-Afrique, on a le sommet Russie-Afrique, sommet Afrique, mais finalement, quoi pour l'Afrique? Moi, je vais vous dire, personnellement, ce genre de sommet, j'entends rien. Parce que, bon, déjà dans la forme, quand on parle d'un sommet États-Unis-Afrique, je vois un État, un continent. On parle de sommet France-Afrique. Dans la forme, je ne trouve pas ça pertinent. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique attend de ces sommets? Bon, comme d'habitude, l'Afrique est habituée finalement aux promesses. Je pense qu'il faut en sortir. C'est important. L'Afrique doit pouvoir sortir de ces sommets et plutôt favoriser des sommets de coopération sud-sud, des coopérations bilatérales qui sont encore plus efficaces à mon avis. Donc l'Afrique va attendre encore des promesses. En 2014, je rappelle, il y a eu ce genre de sommet. C'était le premier sommet. Le premier sommet avec Barack Obama. Alors, où en sommes-nous avec les résultats? Rien de concret, à part une visite de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie en 2015. Plus rien. Et là, je sens comme une envie des États-Unis de bousculer un peu la Russie et la Chine qui sont en train de faire une percée en Afrique. Tout simplement. On vient jouer sur le continent africain, à mon avis. Il faut que le continent africain, les Africains, les chefs d'État comprennent qu'il faut renforcer l'Union africaine, qu'il faut décider à partir de l'Union africaine, et puis il faut foncer pour aller vers l'industrialisation. C'est plus important. Ce sont les promesses de 55 milliards de dollars, de 15 milliards après, tout ça, bon, on en a entendu, mais on ne voit rien venir. Félix Boni. Je vais juste apporter de la braise à la pipe de Bamba parce que je souscris formellement à tout ce qu'il vient de dire tantôt parce que moi je vois une sorte d'infantilisation de tout un continent. C'est-à-dire un État se lève, organise un sommet, c'est-à-dire un seul État, un président d'un État rencontre les chefs d'État de tout un continent, 54 pays, l'Afrique, 54 pays. Il s'agit quand même des États-Unis. Ah oui, mais que ce soit les États-Unis. Les États-Unis, c'est un État. Ce n'est pas deux États, c'est les États-Unis. Ils ont un seul président. C'est-à-dire le président des États-Unis, c'est Joe Biden, qui se retrouve, qui convoque 54 présidents de tout un continent pour les rencontrer, pour parler avec ces chefs d'État. Alors, lorsqu'on a convoqué ce sommet USA-Afrique, parce que je ne voulais même pas revenir, vous avez été le premier à citer France-Afrique, Chine-Afrique, Russe-Afrique, bientôt peut-être on aura Inde-Afrique. C'est-à-dire chaque État qui essaie d'émerger un peu doit utiliser l'Afrique comme, c'est-à-dire ce petit gamin qu'on doit inviter pour montrer que je suis un peu grand. Alors, est-ce que vous avez vu que avant qu'il y ait ce sommet USA-Afrique, les chefs d'État africains qui ont l'Union africaine se sont retrouvés pour dire on va aller à un sommet avec les États-Unis, soit dit en passant la plus grande puissance du monde. Donc, il faudrait qu'on s'accorde sur notre intérêt commun ou nos intérêts communs pour qu'on sache quelle est la posture commune qu'on va aller défendre. Rien. Chacun y est allé de son propre chef. Et quand ils sont revenus, vous allez voir, j'ai suivi un peu pour ce qui concerne les pays francophones. Chaque chef d'État a fait son self-branding. Il a pu poser avec le président des États-Unis. Chaque pays a dit, moi, j'ai pu obtenir ceci. J'ai signé le Millennium Challenge Corporation, le programme combat du Millennium Challenge Corporation. Bien séduit ces populations parce que je suis revenu avec ceci. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ceci. Mais ce sont quand même des avancées. Ça aussi, il faut le noter. Je ne peux pas appeler cela des avancées. Parce que si je prends l'exemple d'un pays comme le Japon, qui est un pays développé, qui est très silencieux, voici un pays qui s'est développé sans forcément aller au rendez-vous avec d'autres. Ils se sont fermés, ils ont procédé par se donner une écriture, une technologie. Aujourd'hui, le Japon fait des pays qui ont une technologie très avancée, qui nous font parfois des offres en Afrique sans forcément organiser des sommets français. Oui, éventuellement, il y a le TICAD. Le TICAD qui est une autre forme de sommet. Donc, tout ce que je peux dire en la matière, pour conclure sur mon intervention sur la question,
Il n'y a rien à attendre de cela. L'Afrique doit prendre son destin à main. Il ne faudrait pas qu'on soit ce puits géant où chacun nous rencontre par rapport à ses intérêts. Et lesquels intérêts sont assortis de conditionnalités qui parfois vont à l'encontre de nos valeurs. On va parler des droits de l'homme, on va nous apporter certaines pratiques. Mais si vous n'adoptez pas telle attitude, vous n'avez pas droit à l'aide. Et finalement, c'est une Afrique dépravée, au gré des intérêts de ceux qui organisent ces grands sommets. Donc, c'est un peu ma position. Je n'ai rien à attendre de tous ces sommets. D'accord. Augustin Couillot? Ben, moi, personnellement, je sais que c'est pas tout le temps qu'on a l'Afrique récolte les dividendes de ces sommets, mais c'est toujours bon de se rencontrer, de se parler. Donc voilà, on a eu des rencontres Chine-Afrique, Russie-Afrique, et généralement, bon, c'est vrai, UE Afrique, bon, certains se déroulent sur le sol africain. Voilà, mais bon, on attend ce que ça va donner. Les États-Unis, ils avaient leur dogme, c'était le commerce. Maintenant, ils parlent d'aide publique. D'aide publique, donc on va voir comment ils vont mettre ça en pratique. Voilà, avec leur conditionnalité, généralement, ou bien leur idéologie qui est de défendre les droits de l'homme. Est-ce que, face à la percée de la Russie et de la Chine, est-ce que les États-Unis vont désormais moins parler des droits de l'homme ou encore des respects des constitutions, des constitutions avec des chefs d'État qui généralement modifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir? Parce que je n'ai pas entendu que dans ce sommet, voilà, ça avait été en dehors de quelques pays qui n'ont pas été invités parce qu'ils sont sous sanction de l'Union africaine. Mais moi, c'est la participation de la Côte d'Ivoire qui m'a intéressé. Pas dans le discours, pas dans le fond, mais dans la forme. Le président Alassane Ouattara, qui a l'habitude de voyager, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui font des décomptes de ses voyages depuis qu'il a pris le pouvoir, et je ne sais pas si on est au 200e ou bien quoi voyage. Alors, subitement, il n'est pas allé aux États-Unis. Pourquoi? Je ne sais pas encore, on n'a pas donné des raisons. Et je vois que c'est le Premier ministre, Hachi Patrick, qui est parti et qui a fait une photo avec Joe Biden. Je me demande, mais est-ce que M. Ouattara n'est pas en train de dire aux Américains et au monde, bon, voici quelqu'un, on est à 2 ou 3 ans de la présidentielle de 2025, bon, je vous montre quelqu'un qui pourrait être mon cheval pendant... Donc oui, mais parce que... Oui, il fait là maintenant des, oui, mais justement, parce fiction. on ne peut pas... il faut lire ce qui n'a pas été dit. Moi, je lis ce qui n'a pas été dit. Bon, et si on restait sur les faits avec le bon, les faits, c'est que la Côte d'Ivoire était avec le Premier ministre, avec une forte délégation, il y a eu un forum d'affaires. Le Premier ministre parlons peut-être de ça aussi. Avec Joe Biden. Tout est possible, on peut tout utiliser. D'accord, merci Augustin Couillot. Docteur Bamba, est-ce qu'on peut dire effectivement que les États-Unis veulent d'une certaine façon empêcher ou barrer la route à la Russie et face à cette percée chinoise sur le continent? Non, pas du tout. C'est le jeu des puissances et des non-puissants. Nous sommes des non-puissants. Voilà, donc c'est comme ça que le monde marche depuis 1945. Prenez l'histoire contemporaine, vous verrez que rien n'a changé. Et si demain, comme le disait Fidus Boni, si l'Inde se sent assez puissante pour pouvoir faire un sommet africain, on va y aller. On va y aller. Il y a ce que nous voyons en tant que citoyens lambda, il y a aussi les intérêts des États qui sont vus par ceux qui nous gouvernent. Faisons quand même confiance à ceux qui nous gouvernent. Et quand on va évidemment pour nos intérêts, pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Voilà, M. Patrick Hachi, notre Premier ministre, nous a représentés. Il est allé dans le forum. Eh bien, c'est normal. Ce qu'il a obtenu comme gain, on ne peut pas le savoir immédiatement, parce que c'est sur le long temps qu'on pourrait savoir. Mais de façon générale, il faut dire que, est-ce que nous tirons véritablement l'Afrique dans son entièreté? Nous tirons quelque chose de ce sommet-là. Bon, à vrai dire, il y a plus d'effets d'annonce que de réalité des faits. Voilà, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme des structures, par exemple, qui nous aident.
L'USAID nous a toujours aidés, a toujours aidé les pays africains, sans qu'il y ait des sommets entre les États-Unis et l'Afrique. Depuis 1960, les Américains ont toujours investi en Afrique. Les Chinois investissent, tout le monde investit, les Japonais investissent, mais nous avons fait de sommet Afrique-Japon. Mais peut-être que demain, ils le feront, hein, M. Boni. Il ne faut pas s'attendre. On a le TICAD. Voilà, le TICAD déjà, voilà. Il est déjà fait. Vous voyez bien que je pense que ça fait partie du jeu du monde où les puissants peuvent encore démontrer leur domination. À partir de ce moment, ils créent des conditions de vassalisation. Nous l'acceptons, nous y allons. Et c'est comme ça que, selon moi, le monde marche. Oui, évidemment, oui. On ne peut pas s'enfermer aussi avec ce monde totalement bien évidemment, planétaire. on ne peut pas vivre, un État ne peut pas fonctionner en vase clos. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est participer à ce mot aussi, ça apporte quelque chose. Ça, je suis d'avis avec le professeur. Mais comme on le dit, il faut quand même penser à se prendre en charge. Ça, c'est important. C'est important. Non. Oui, Félix Boni. On ne peut pas s'enfermer, bien évidemment, mais il faut que ces rencontres soient des rencontres de rendez-vous, du donner et du recevoir. Pour ce qui est du recevoir, je pense que les gens y viennent beaucoup. L'Afrique, ça intéresse pratiquement tout le monde. Mais en retour, lorsqu'on doit nous donner quelque chose, plein de conditionnalités, même pour que nos produits accèdent à certains marchés, il faut des conditions, tous ces éléments. On ne peut pas s'enfermer, c'est vrai. Mais il faudrait que nous pensions quand même à nous disposer nous-mêmes. Je vais donner l'exemple du Japon. Le Japon s'est enfermé pour se développer avant de s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, l'histoire est bien connue. Il lui fallut qu'un général américain aille leur demander de s'ouvrir parce qu'on veut commercer avec vous, pour que le Japon s'ouvre avec une technologie déjà accomplie. Mais nous, on est 54 pays pour un pays. Alors, sur la question, je vous ai entendu, malheureusement, le temps court très vite. On va aborder le troisième sujet de ce soir, le troisième et le dernier. 23 décembre fixé comme date de départ en congé de Noël. Ce que certains jugent trop proche, les avis sont évidemment partagés. On le voit dans ce micro-trottoir. Si on laisse le 23 le temps d'aller, pour certains, d'aller faire des achats, des trucs, ça serait un peu limite. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris un peu de retard sur l'éducation. Voilà, on a pris un peu de retard sur l'éducation. Donc il faut rattraper tout ce temps-là. Et je pense aussi que trop de congés pour les élèves aussi, ce n'est pas aussi trop favorable. Donc si les congés commencent le 23 et qu'on reprend en janvier, c'est bon, c'est une bonne initiative et ça fait que les élèves vont apprendre plus et vont apprendre beaucoup. Les congés trop rapprochés, c'est la base des congés anticipés. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour nous laisser pour mieux se préparer. Voilà, quand les congés sont trop proches, c'est ça qui crée les désordres. Donc s'ils peuvent reculer un peu, ça va nous permettre de mieux nous préparer. C'est un bon choix dans le but d'inciter les élèves à mieux étudier, à ne pas trop penser au congé, mais à pouvoir se concentrer en classe. Mais le deuxième choix, c'est que lorsqu'on ne laisse pas les élèves tôt pour aller en congé, là, ça les incite à procéder à des congés anticipés. Ouais. Par exemple, si nous laissons plus de temps aux élèves de mieux se préparer pour pouvoir fêter, ça va en tout cas les arranger à chercher plus de moyens afin de pouvoir fêter. Alors, monsieur, on va commencer peut-être par l'enseignant supérieur, évidemment. Oui. Mais quel est votre avis sur le sujet? Je suis étonné quand même qu'on s'enferme dans des prisons émotionnelles. Ce n'est pas la première fois que les dates sont, d'après les gens, aussi proches. Je suis allé regarder dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire depuis 2014-2015. Le quantum des congés, c'est toujours 15 jours. Et vous voyez qu'aujourd'hui, s'ils sont laissés le 23, ils auront effectivement les mêmes 15 jours. Donc, du point de vue de la programmation, il n'y a aucun problème. Et cette programmation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis le début. Et je fais quand même suffisamment confiance à l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, qui comprend des gens très expérimentés, qui ont décidé de subdiviser notre année scolaire de la sorte. Si ce n'était pas bon, à mon avis, ces hommes et ces femmes-là l'auraient déjà su. Donc, en termes de nombre de jours, rien n'a changé. Je crois qu'on peut laisser les enfants de 23, ça ne pose aucun problème, parce que dans notre histoire, on les a déjà laissés le 22, le 21, le 20. Donc, ce n'est pas parce qu'on les laisse le 23 que pour moi, ça pose problème. Augustin Couillot ne semble pas d'accord. Non, puisque comme il a dit, 15 jours, c'est généralement comme ça, parfois c'est moins de 15 jours.
Mais le problème, c'est de laisser les enfants le 23, le lendemain, c'est déjà la fête, le 24, c'est déjà la fête. Moi, j'avais des parents à Abidjan, et puis je fréquentais à Boaké. J'étais à l'école, au lycée à Boaké, avant le lycée au collège à Botro. Il faut du temps pour revenir. Et le jour de la fête, c'est-à-dire le 24, c'est un peu serré. C'est tout. Parce que, voyez-vous, on les laisse le 23, et puis ils reprennent les cours le 8, le 8 ou le 9 janvier. Le 8 janvier. Mais ce serait bon de les laisser le 22 ou le 21 pour reprendre vers le 5. Oui, parce que ça laisse le temps à l'enfant quand il a fini les cours, le lendemain, de dire au revoir à ses tuteurs et puis prendre son cas pour aller voir ses parents. Pour ceux qui vont à l'école proche de leurs parents, ça ne leur pose pas de problème. Mais pour les gens qui sont au village ou bien qui sont sur des longues distances, c'est le seul problème que ça pose. Et parce que je vois que quand on finit de fêter le 31 décembre, le 1er janvier, ils vont mettre une semaine avant de reprendre les cours. Or, cette semaine, à mon sens, on pouvait juste la réduire de 2 jours pour mettre ça sur la période d'aller... Comme un des enfants l'a dit tout à l'heure, c'est le rapprochement des congés, bon, d'après eux, des congés, de la date de fête, aussi à la base des congés anticipés. D'accord, alors Félix Boni. Oui, ce que Augustin me dit me rappelle mes années lycée et collège. Quand nous étions au lycée classique d'Abidjan, on notait que la plupart de nos camarades qui venaient nous obliger à sortir, c'était ceux qui avaient envie d'aller fêter à l'intérieur. Parce que parfois, c'est véritablement la croix et la bannière dans les gares pour trouver un véhicule, aller retrouver ses parents pour fêter. Et donc, ils venaient nous chasser par des bangers pour qu'on puisse sortir de là. Mais là aussi, quand on remarque le calendrier actuel, c'est très serré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir au 5, parce que le 5, ça tombe un vendredi. Le 6, samedi. Le 7, c'est un dimanche. Il faudrait bien repousser pour qu'on arrive au 8. Donc, il fallait essayer de serrer un peu pour qu'on tienne les 15 jours. Cependant, peut-être ce que moi, j'aurais peut-être souhaité, c'est qu'on décale peut-être d'un jour pour permettre éventuellement à ceux qui sont dans des contraintes, parce que le vendredi 23, ce sera le soir à la fin des cours. Et si vous avez un devoir jusqu'à 18h, c'est clair que vous ne pourrez pas voyager. C'est le samedi matin que vous allez voyager, allez vous battre à la gare pour trouver un véhicule, pour aller là où vous voulez aller retrouver vos parents pour fêter. C'est vraiment coincé. Toutefois, cela n'excuse en rien que des élèves se donnent le droit d'aller en congé avant les termes prévus par les maîtres. Moi, je suis de ceux qui ne cautionnent pas l'indiscipline. La réussite commence par la peur du maître. Et les élèves devraient pouvoir comprendre cela. Il faut pouvoir... Disons le respect. Il vaut mieux même rater la fête de Noël et puis avoir l'instruction qui va te permettre demain de devenir quelqu'un que de privilégier une fête et puis ne rien avoir. Merci Félix Boni. Oui, moi, je prends à mon compte tout ce qui a été dit. Hein. Il faut peut-être décaler un peu. C'est un peu trop juste, le 23, tout simplement. Et puis, en reculant un peu, je pense que ça va peut-être lutter contre ces phénomènes de congé anticipé. D'accord, on a fait le tour. On a fait le tour sur ces 3 questions. Merci. Pour ce soir, c'est terminé. Merci Félix Boni, Bamba Idrissa, Augustin Couillot, Dr Sidiki Bamba. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche pour un nouveau numéro du Club de la Presse.